Le 5 novembre 2024, plus de 240 millions d'électeurs éligibles sont appelés à choisir leur ticket présidentiel pour les 4 prochaines années. Parmi eux, beaucoup sont originaires d'Afrique. Cette diaspora africaine, de plus en plus forte, ne veut pas rester à l'écart du processus politique dans son pays d'adoption. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette table ronde sur la diaspora africaine et les élections américaines de 2024. Avec moi, 3 invités, 3 panélistes, je dirais. Aruna Oumar, ancien diplomate, ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis. Également avec moi, Emmanuel Mulumba, économiste, PDG d'American Trade Investment, et Calvin Dark, analyste politique, cofondateur de RC Communications. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Et bien entendu, nous avons un public de très grande qualité et qui aura d'ailleurs l'occasion de le démontrer ici. D'abord dans le studio 47 de La Voix de l'Amérique, ici à Washington. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Nous avons également un public à New York dans nos studios sur place. Bonsoir, New York. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Alors, je démarre avec vous, ambassadeur. Pourquoi la diaspora africaine, et également l'Afrique d'ailleurs, devrait s'intéresser à ces élections américaines, surtout cette année-ci? Merci beaucoup, M. Dia. Et je crois que ces élections, déjà, dans le contexte où ça se passe, vous savez que le contexte mondial est plus ou moins fluide. Donc ça, c'est de ça. Mais particulièrement pour les Africains qui vivent ici aux États-Unis, c'est un devoir civique, évidemment. Mais au-delà du fait que ce soit un devoir civique, c'est 4 ans qu'on choisit ceux qui dirigent nos vies pour 4 ans. Donc, il est important qu'on ait un mot à dire et c'est peut-être pour ça qu'il est important que chacun d'entre nous aille voter. Alors, professeur Mulumba, selon vous, la diaspora africaine est-elle suffisamment représentée dans les différentes instances de décision politique en allant du comté jusqu'au Congrès américain? Je dirais non. Donc, avec le temps, on peut avoir une grande influence. Surtout la diaspora francophone africaine. Francophone. Mais pour l'instant, nous sommes en train de cheminer vers ce point. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que sur les 4 600 000 Noirs qui sont sur la terre américaine à ce moment bien précis, à peu près 2 millions sont de votants venant de l'Afrique. Donc c'est un petit chiffre, mais nous espérons que ça va croître. D'ici 2060, je ne serai plus en vue, et peut-être pas beaucoup dans la salle. Donc des projections, c'est qu'on peut atteindre 20 millions. Mais on ne doit pas atteindre 20 millions pour devenir une force d'influence. On peut déjà influencer les événements, disons le choix de nos dirigeants sur la terre d'immigration à ce moment bien précis. Et nous pouvons rentrer plus tard pour donner quelques pistes de réflexion. Absolument. Alors, Calvin Dark, vous travaillez beaucoup sur l'Afrique et en Afrique aussi, mais également avec les décideurs ici aux États-Unis. Beaucoup, quand même, ont le sentiment que l'Afrique n'intéresse pas trop les leaders politiques américains. Est-ce votre avis aussi? Et si oui, comment inverser la tendance? Oui, je crois que c'est correct, malheureusement. Et ça, ce n'est pas un problème des républicains ou des démocrates. Ce problème existe depuis des administrations. Mais je crois aussi parce que pour ces élections, nous sommes devant un choix de quelle est la vision, quelle est la direction pour les États-Unis. Et parce que la question d'immigration, surtout pour les Africains, touche les Afro-Américains, je dis que nous sommes dans quelques mesures dans le même bateau et il y a quelques politiciens qui veulent nous remettre dans ce bateau. Et alors, je crois que ça va nous toucher tout, alors c'est important pour nous. Si vous le voulez bien, on pourra revenir sur cette connexion africaine-américaine un peu plus tard dans la discussion. Oui. Alors, les Américains s'apprêtent à voter cet automne dans une course présidentielle qui s'annonce très serrée
Comme la plupart des Américains, les membres de la diaspora africaine sont confrontés à un choix difficile lorsqu'il s'agit de décider de la direction que doit prendre le pays. Jeff Swicord s'est entretenu avec un partisan de Donald Trump et une électrice qui soutient Kamala Harris. Le récit est de John Linden. Laban Seyoum est un travailleur acharné. Il passe de longues heures à la tête d'une petite entreprise de camionnage qui possède 3 camions long courrier. Il est arrivé aux États-Unis avec sa famille, fuyant la guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée en 2000. Laban se considère comme un conservateur fiscal et social et est un fervent partisan de l'ancien président Donald Trump. Quand le président Trump était au pouvoir, les affaires étaient incroyables. Vous savez, le marché était excellent, les opportunités d'emploi étaient excellentes et les gens étaient optimistes. Les prix mondiaux du pétrole sont extrêmement volatiles et déterminés par un ensemble complexe de facteurs. Laban soutient que l'ancien président Trump a la réponse. Trump nous a montré la voie à suivre. Vous forez, vous forez, vous forez, vous forez, et ensuite on fait de la compétition. Vous voyez, maintenant, nous n'avons plus besoin d'explorer d'autres idéologies. Les démocrates comme Fatma Tabari voient le choix de cette élection très différemment. Elle est arrivée aux États-Unis à l'âge de 11 ans, en provenance de sa Sierra Leone natale. Après ses études de droit, elle s'est installée dans le Maryland pour poursuivre son travail de plaidoyer et de droit de l'immigration. Elle soutiendra Kamala Harris en novembre prochain. Je pense que la vice-présidente Kamala Harris est une personne du peuple. Elle est la personne dont nous avons besoin en ce moment pour combler le fossé qui existe dans ce pays. Elle s'inquiète de voir Trump remporter à nouveau la présidence. J'ai peur. La peur des immigrés recommence à se manifester. La peur des Noirs et des Bruns recommence à se manifester. Et c'est difficile quand la personne au sommet dirige tout pour que les autres se sentent mal à l'aise. Selon elle, si l'on se fie au passé, les immigrants qui suivent la procédure légale seront touchés par le projet de Trump d'expulser des millions de sans-papiers des États-Unis. 2 visions distinctes pour l'Amérique, 2 choix distincts. Voilà, donc c'était un aperçu un peu du vote de la diaspora, pas scientifique effectivement, mais ça nous permet un peu d'aller vers notre public ici à Washington. S'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait s'exprimer, poser une question ou intervenir. Madame, présentez-vous aussi. Mon nom c'est Adam Ologam, je suis du Mali. Notre diaspora est divisée. Notre diaspora est profondément divisée. D'aucuns veulent voter toujours pour Trump, parce qu'ils pensent que les démocrates sont des hypocrites qui ne disent pas la vérité. Mais la grande majorité fait coalition pour Kamala Harris. Et dans la salle, je pense que c'est le même climat qui s'opère ici. Il y a des gens qui sont pro-Trump et qui sont ceux qui sont pro-Kamala Harris. Mais les femmes en général, les femmes africaines, c'est une journaliste qui parle, donc je suis à l'écoute de mon peuple. J'écoute les gens de ma communauté, je les écoute, et ce qu'ils me disent, ce qu'ils me racontent. Ils disent que du temps de Trump, il n'y a pas eu de guerre. Quelqu'un m'a dit, tu me pousses à voter Kamala Harris. Dès que je lui avais demandé déjà de voter pour Biden. Il sait, tu me demandes de voter pour Biden, dès qu'il sera président, il y aura la guerre. Il y a eu la guerre. Il y a eu même plusieurs guerres. Alors donc, on n'arrive même pas à arrêter. Et du coup, on présente, il y a des élections qui se présentent. Il y a l'embarras du choix. Donc, ils disent qu'il faut aller pour Trump. Au moins, lui, il ne fera pas de guerre. Puisqu'en Afrique, on a assez de guerres. Il y a beaucoup de gens qui meurent. Il y a le terrorisme. Moi, je suis du Mali. Alors donc... je laisse la parole aux autres pour ne pas leur prendre le micro. 1 minute pour chacun. Une réponse à madame? Non, mais je crois que dans une mesure, la diaspora africaine ici, elle a l'image du continent. Et quand je voyage sur le continent, c'est le même refrain que j'ai. Mais nous, je crois que de la diaspora, on doit pouvoir nuancer. On doit pouvoir nuancer parce qu'effectivement, il y a des guerres, mais malgré les guerres, il faut voir
dans quelle direction le pays, en tant que nation, doit partir. Et dans ce contexte, moi, je crois déjà qu'avec la rhétorique de Trump, et quand on regarde son dernier mandat, ce n'est pas aussi reluisant qu'on a l'impression de le voir maintenant. Donc, dans ces conditions, il faut qu'on fasse attention et qu'on puisse vraiment voter nos intérêts. D'accord. Monsieur professeur Mulumba, vous voulez dire un mot rapidement? Oui. Le programme de Miss Harris, Monsieur Trump, est affiché sur leur website. Nous ne devons pas nous fier à ce que la presse dit, nous devons aussi fouiller, essayer de lire, voir ce qui se passe. Trump a une base à laquelle il parle. Et quand vous lisez les 20 points qui sont sur son website, il parle à un groupe bien spécifique des Américains qui ont des intérêts qui ne sont pas nos intérêts à nous. D'accord, mais est-ce que, Calvin Drake, vous comprenez quand même cet argument? Sous Trump, beaucoup pensent qu'il y avait moins de guerre. C'est un argument que vous comprenez, on l'entend aussi ici. Je ne comprends pas. Parce que si on réexamine le mandat de Trump, il y avait des guerres maintenant, mais il y avait le coronavirus, le COVID-19. Alors, si on peut culpabiliser Biden pour ce qui se passe au Moyen-Orient, alors Trump, il est coupable pour le coronavirus. Et autre chose, le taux de chômage pour la communauté noire, c'était un record, c'était très, très bon pendant Trump, mais c'est mieux dans l'époque de Biden. Alors, il faut réexaminer les faits. D'accord. Alors, avant d'aller à New York, j'aimerais quand même quelqu'un ici qui puisse défendre Donald Trump. En tout cas, donner la perspective, l'autre perspective, j'ai l'impression que... Oui, allez-y, monsieur. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis Fleury Lambert, je suis opérateur économique dans la région du DMV. Je suis un supporter et un fervent supporter de Donald Trump. Donald Trump a un mandat qu'il peut présenter aux Africains, aux Américains, pour dire voilà ce que j'ai fait. Quand il est arrivé au pouvoir, on a tout dit. Il va déclencher la 3e guerre mondiale, il va faire ceci, il va faire cela. Il n'a rien fait de cela, il nous a donné une économie parfaite. Nous avons une candidate qui est vice-présidente actuellement, mais qui nous dit exactement ce qu'elle fera si elle devient présidente, alors que ça fait 3 ans et demi qu'elle est vice-présidente et qu'elle ne peut absolument rien faire. Mais ceci dit, je veux interpeller les Africains à apprendre à voter pour leurs intérêts, comme disait justement l'ambassadeur, parce que chez nous, nous votons plus par rapport à nos ethnies. Nous transportons ça en Occident ici pour voter la race. Nous avons retrouvé une communauté africaine qui sont les Noirs américains ici, des gens avec qui nous sommes différents à pratiquement tous les points sur le plan social, sur le plan comportemental. Mais malheureusement, nous votons exactement comme eux, à pratiquement 80%. La communauté africaine doit se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut être aussi différent des gens, mais voter comme eux. Il y a quelque chose qui ne va pas et nous devons arrêter de pleurnicher en tant que les Africains et faire ce qui est bien. Alors, moi, j'aimerais bien que vous puissiez, l'ambassadeur, répondre sur cette question. Avec lui, je vais couper la poire en deux parce que, évidemment, une partie de ce qu'il dit est vrai, mais tout le reste, je ne crois pas que ce soit évident. Dans le sens, quand on parle de Trump, et quand on dit que Trump a une économie parfaite, on était dans une économie, tout au moins un contexte léthargique à cause de la Covid. Ça, c'est important, mais aussi au niveau de la diaspora. Et c'est ça le problème essentiel. Moi, je crois qu'il a ramené un problème qui a toujours été un frein à l'évolution de nous, les Africains ici. Le fait qu'on a une dichotomie entre les Américains noirs et nous, les Africains. Parce que c'est un faux débat pour vous. C'est même un débat très dangereux, de mon point de vue. Parce que si, déjà, on a beaucoup plus qui nous met ensemble que qui nous dépouille. Donc, si c'est la politique qui devrait nous diviser, on a encore du pain sur la planche parce que ce qui va se passer, essentiellement, quand vous écoutez la rhétorique de Trump, est-ce que cette rhétorique, elle est inclusive pour vous? Même si vous avez une différence. Parce que, de mon point de vue,
il est important que oui, qu'on vote nos intérêts, mais nos intérêts, au départ, c'est la peau. Il faut qu'on se le dise clairement. Nos intérêts, c'est la peau. J'aimerais bien avoir la perspective de Calvin Dark, qui avait commencé à aborder cette question, qui connaît un peu les deux mondes avant qu'on aille à New York rapidement. Oui, je suis noir américain, ma famille est ici depuis des générations, ça se voit dans mon accent de Caroline du Nord, mais je sais quand Donald Trump parle, quand il a parlé des émigrés d'Haïti qui mangeaient les animaux domestiques, ça touche moi, parce que la distinction dans les politiques de Trump, il n'y a pas de distinction de Haïti, de North Carolina, de Mali, de l'Afrique, et les politiques qu'il pousse, il va faire la distinction entre ces immigrés et ces autres. J'ai lu une étude. Dans ses discours, il a attaqué deux nationalités le plus souvent. C'est du Venezuela et c'est des Congolais. Et je sais que s'il attaque les Congolais, qui va être le prochain? Et je crois que ça va être nous tous. D'accord. Alors, on va aller maintenant à New York, la Grande Pomme. Est-ce que nous avons un intervenant ou une intervenante sur New York? Oui, je peux commencer. Mon nom, c'est Abdourahmane Diallo. Moi, je veux dire que la communauté africaine, je crois, elle est subdivisée en des différents groupes. En parlant, par exemple, en faisant des campagnes actuellement pour la candidate Harris, et vous rencontrez des Africains qui vous posent des questions que les intervenants ont déjà énumérées, par exemple la guerre. Ils disent que pendant le mandat de Biden, il y a eu beaucoup de guerres. Il y a eu beaucoup de coups d'État, surtout en Ouest-Afrique. Nous connaissons le Mali, la Guinée, le Burkina, le Niger, Tchad, qui a eu des coups d'État et qui se continuent jusqu'à présent sous l'ère au Biden. Ils vous disent que si c'était Trump, ces trucs n'auront pas arrivé. Et puis ils disent que l'économie était bonne pendant Trump. Quel est le lien entre l'administration américaine et les coups d'État? Vous, quelle est votre perspective, votre point de vue? Vous savez, il y a un organe qu'on appelle AFCAN qui est là, que beaucoup de ces militaires qui ont fait ces coups d'État dans les pays que je viens de citer, c'est des militaires qui ont été formés par les Américains. Et donc, il y a ce lien qui est là. Et donc, je continue le deuxième point, surtout c'est l'économie. Vous savez aussi, la communauté africaine, la diaspora africaine est divisée. Il y a celles qui ont des nationalités qui veulent voter, souvent qui regardent l'économie, et puis il y a une très forte autres Africains qui sont là, qui ont des green cards ou qui sont en process de régularisation. Donc eux qui automatiquement supportent les démocrates. En tant que démocrate, je comprends. Mais comme l'autre dit, il faut voir l'intérêt des Africains, l'intérêt de la diaspora, qui peut ne pas être forcément lié à l'intérêt d'autres pays comme les Africains américains que l'autre a parlé. D'accord. Alors, nous allons peut-être demander à M. Mulumba d'intervenir sur cet aspect. Oui, allons à l'aspect économique. À ce moment bien précis, il y a un traité commercial sur la table des États-Unis qu'on appelle AGOA, African Growth Opportunity Act. Alors, dans ce traité-là, il y a 3-4 000 produits africains qui entrent en Amérique sans tarif, c'est-à-dire sans payer les taxes. Mais si vous allez sur le programme de Trump, il y a le point, je pense, 4 ou 5, qui dit « Stop outsourcing ». Cela signifie que tous ces produits venant de l'Afrique, il n'a pas intérêt à les voir entrer. Mais entre-temps, ça crée des chaînes d'emploi, de production en Éthiopie, au Kenya et dans beaucoup de pays. En ce moment-là, est-ce que c'est l'intérêt africain lorsque vous avez un programme qui dit il n'a pas d'intérêt pour faire entrer des produits de ce genre-là qui supportent l'Afrique? Donc nous devons bien lire le programme et l'analyser. Donc Trump ou même Harris, je dois être ouvert, ce n'est pas parce qu'on dit que ce programme va être ceci qui a l'intérêt des Africains dedans. Donc il faut aller au-delà de la ligne et lire et comprendre. Monsieur Omar, en termes d'intérêt, est-ce que la diaspora vraiment profite des opportunités justement pour investir? On a beaucoup parlé d'économie. Est-ce que la diaspora profite des outils qui existent? Bon, je ne crois pas que nous en profitons, mais pour revenir sur le thème d'intérêt,
je crois qu'on est en train de s'éloigner. Est-ce que l'intérêt, notre intérêt, nous, diaspora, nous vivons ici. Nous devons créer les conditions pour que nous puissions vivre mieux. Parce que c'est comme si, quand j'entends tout le monde parler, c'est comme si on a un pied en Afrique et un pied ici. On ne bouge pas. Qu'est-ce que moi, j'aurais suggéré? Effectivement, lire le programme de tous ces gens-là, voir ce qui peut être conduisif à un cadre meilleur pour nous ou nos enfants. Vous voyez, donc quand on le regarde sur ce plan-là, moi je crois que quand on parle de guerre, la guerre, les démocrates, les républicains, ils ne contrôlent pas trop les éléments inducifs pour la guerre, parce qu'il y a le complexe militaro-économique qui est derrière tout ça là. Donc la question devient, si nous, en tant que citoyens américains, nous tenons bon avec nos députés, je parle des congressmen, nos sénateurs, et nous les poussons à faire la même chose, je ne crois pas que l'exécutif seul pourrait nous amener à des guerres. D'accord. Alors, M. Calvin Dark, peut-être... si je peux ajouter vous avez un peu, mot. Oui, donnez-moi une minute. Ouais. Vous avez quand même travaillé un peu sur le MCA. La place de la diaspora dans l'investissement et même dans l'exécution de ces projets, des importants projets américains, c'est à quel niveau selon vous? Je crois que pour être honnête, il n'y a pas, pour moi, des espoirs chez les démocrates ou les républicains pour les programmes comme il faut. Mais il faut voir les priorités. Parce que je sais que pour les démocrates, ils vont essayer de soutenir ces programmes. Mais je crois que ce n'est pas le cas dans l'autre chose. Je veux citer un exemple. Pendant le mandat de Trump, j'ai travaillé avec un groupe qui voulait accroître les étudiants noirs, qui voulaient étudier à l'étranger. Et j'ai demandé à un speaker du département d'État. Elle a dit oui, je veux encourager les étudiants. Mais elle a dû refuser l'offre parce que c'était contre l'executive order de Trump pour injecter race dans le outreach du département d'État. Et ce n'est pas comme ça qu'il va changer. Est-ce que Kamala Harris va vraiment soutenir les programmes en Afrique? J'espère, mais je ne doute pas. Mais je sais que ce n'est pas une priorité pour les républicains. Nous avons un intervenant qui va se présenter, même si je le connais. Allez-y, présentez-vous pour nos téléspectateurs. Okay. Bonsoir à tout le monde. Mon nom c'est Nyaka Lagoke. Je suis de Côte d'Ivoire et j'enseigne à Lincoln University. J'enseigne l'histoire et les études panafricaines. Tous ceux qui me connaissent savent que je profite de toute opportunité pour avancer la cause du panafricanisme. Aujourd'hui en Afrique, il y a une conscience grandissante pour les questions de souveraineté économique et de liberté, que ce soit dans la rue, que ce soit au niveau des États. En Afrique, il y a un certain ajustement pour demander la réforme des institutions internationales, pour la justice économique. Et donc, il y a eu, par exemple, la question de la réparation qui était à l'ordre du jour de la conférence organisée par le Ghana en novembre 2023. J'y étais. Et dans le cadre de l'organisation du 9e congrès panafricain, qui est piloté par le Togo, avec le soutien de l'Union africaine, il y a eu 6 pré-congrès et le dernier a eu lieu au Brésil en août 2024 et c'était encore au sujet de la réparation du panafricanisme et de la mémoire. Est-ce que vous pensez que ces questions ont été à l'ordre du jour dans les discours de campagne des candidats? Si oui, comment est-ce que cela a été présenté? Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que représentant de cette diaspora, mais qui entend les voix qui viennent de l'Afrique profonde pour que ces données soient prises en compte par le leadership politique américain? Merci. Merci beaucoup, Nyaka. Alors, je vais donner la parole à tout le monde ici. Je vais commencer par vous, Calvin. La question de réparation, assez controversée, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Voici nos choix. Kamala Harris, qui a soutenu la politique dans le passé, mais évidemment, elle ne promouvoit pas l'idée maintenant. Et de l'autre côté, hier soir, dans mon État de Caroline du Nord,
Donald Trump, il donnait un discours auprès de la base militaire Fort Liberty. Et il a dit non, c'est Fort Bragg. C'était nommé par un soldat dans la Confederate Army pour promouvoir l'esclavage. Et il a dit, quand je suis réélu, je vais changer le nom au Fort Bragg. Alors, s'il parle d'honorer les soldats de la Confederacy, je ne doute pas qu'il va entendre un argument pour les reparations. Et je crois que ça, c'est vraiment le choix devant nous. D'accord. M. Mulumba? Bon, je crois que le prof a soulevé un élément important. Est-ce que nous avons une diaspora qui parle d'une seule voix et au nom des intérêts panafricains? À ce moment bien précis, je peux dire que nous n'avons pas cette configuration-là. Mais est-ce qu'on peut la créer? Oui. Il y a 3 grands groupes qui influencent les élections aux États-Unis sur le plan de regroupements régionaux. Vous trouvez le groupe nigérien, qui est assez grand, le groupe éthiopien, puis vous avez le groupe somalien. Et le groupe somalien a produit Ilhan Omar, disons la congressman de Minnesota, n'est-ce pas? Alors maintenant, si ces groupes continuent à fonctionner en isolé, n'est-ce pas, 3 comme ça, non, il faut qu'on se fusionne et qu'on forme une voie réellement panafricaine. Mais on ne peut pas arrêter là-bas. Est-ce que nous avons des moyens pour financer cette voie panafricaine? Nous avons des moyens. Si vous regardez les chiffres de l'argent que nous voyons en Afrique, ce qui va vers l'Afrique subsaharienne, c'est 53 milliards de dollars. L'Afrique du Nord, c'est à peu près 30. Ça fait 88 milliards de dollars. Mais pourquoi ne pas prendre 2, 3, 4% de cet argent qu'on envoie en Afrique pour former une diaspora qui soit vraiment une force d'influence? Parce que vous n'allez pas être force d'influence financé par quelqu'un d'autre. Vous devez vous financer vous-même. Alors nous avons des moyens, mais c'est question de savoir les rediriger vers ce que nous voulons réaliser comme objectif stratégique. Alors à ce moment bien précis, sans vous interrompre, nous avons besoin de l'intelligence de tout le monde pour arriver à un point dit, voilà, maintenant nous avons une configuration qui est une véritable diaspora panafricaine. New York, vous avez une question peut-être ou une contribution rapidement avant qu'on aille à la pause? Moi, je suis Yves Dikoumé, agent immobilier à New York, et j'ai écouté attentivement toutes les interventions. Si j'ai bien compris, la question était de savoir quel impact la diaspora africaine basée aux États-Unis pourrait avoir sur l'élection américaine. Bon, pour moi, de mon point de vue, il faut savoir où se situe cette diaspora-là. Vous avez bien décrit qu'elle était divisée, éparse et tout. Mais pour ce qui me concerne, je vais plutôt parler de mon point de vue du fait que je réside à New York. Donc mes intérêts directs sont liés à New York, et que si les Africains attendent que l'élection américaine ait un impact sur leur vie, directement, l'Afrique ne compte pas beaucoup, sauf à part un pourvoyeur de matières premières ou de sites de base militaires. Pour ce qui concerne le côté local ici, puisque cela nous concerne effectivement et où on peut avoir un impact, c'est au niveau de l'élection. Mais moi, je me situe au-delà des personnes. Moi, je regarde plutôt des programmes. Donc, je ne vais pas être partisan d'un ou de l'autre. Je vais plutôt être partisan de ce qui me concerne directement, de mes intérêts. Et mes intérêts, je vais les regarder du côté du point de vue économique. Donc, si je regarde, c'est que l'une des parties ou des 2 parties propose, je veux dire concrètement, une partie propose par exemple d'augmenter l'impôt sur les profits des entreprises, une autre partie propose de les diminuer. Moi, je regarde ça. Une partie, en 2019, l'essence, par exemple, était à 2 $ le gallon, et aujourd'hui, l'essence est à 3,59 le gallon. Moi, ça me concerne, je regarde ça. Donc, mon choix, si je devais faire un choix, ce sera plutôt pour un intérêt purement économique. Merci beaucoup. New York, alors, nous arrivons au terme de la première partie de cette discussion sur la diaspora africaine aux États-Unis et la présidentielle américaine. On se donne rendez-vous dans la deuxième partie pour évoquer l'un des thèmes les plus chauds de cette campagne, l'immigration. À tout de suite. Dans des Full B, votre nouvelle émission tous les vendredis de 16h30 à 17h temps universel sur VOA Full Day.
Daande Fulbe braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Daande Fulbe, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté, riche par sa diversité. Daande Fulbe en FM, ondes courtes, sur la fréquence des 7630 kHz, sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Daande Fulbe, de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Day. Bonsoir et bienvenue dans la deuxième partie de cette table ronde sur la diaspora africaine et la présidentielle aux États-Unis qui se tient en novembre de cette année 2024. Et pour les 30 prochaines minutes, nous allons discuter de l'un des sujets les plus importants de cette campagne présidentielle, à savoir l'immigration. Et je rappelle nos invités. Nous avons l'ancien ambassadeur du Bénin aux États-Unis, Haruna Oumar. Nous avons également Emmanuel Mulumba, économiste, PDG d'American Trade Investment. Nous avons également Calvin Dark, analyste politique et cofondateur de RC Communication. Sans oublier, bien entendu, notre audience ici à Washington, mais également à New York, la Grande Pomme. Alors, merci à tout le monde. Ambassadeur Haruna, selon le Pew Research Center, ces 30 dernières années ont vu une hausse fulgurante de l'immigration africaine aux États-Unis avec l'une des progressions les plus rapides. Comment le débat sur l'immigration est-il perçu par les Africains que vous rencontrez? Est-ce qu'ils se sentent visés, stigmatisés ou alors valorisés? Moi, je crois que l'immigration, les débats sur l'immigration concernent tout le monde. Donc, dans une mesure, personnellement, je ne me sens pas stigmatisé. Mais par contre, la rhétorique est telle que je comprends ceux qui se sentent stigmatisés. Mais par contre, quand il faut parler d'immigration, effectivement, et comme on dit en anglais, full disclosure, jusqu'à un passé récent, je votais démocrate. Mais il y a je crois, au début de l'année, j'ai changé mon affiliation pour devenir indépendant. Pourquoi? Parce que le fait est que il faut qu'on soit conscient nous-mêmes par rapport à ce que nous voulons à ce que nous voulons. Quand il s'agit de l'immigration, oui, il faut faire les choses dans l'ordre. Est-ce que vous voyez, il faut faire les choses dans l'ordre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quand je dis il faut faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer, et ça a des incidences sur l'Afrique, on ne peut pas créer un contexte où on montre au reste du monde qu'il y a l'Eldorado ici, et tout le monde veut venir. Et qu'est-ce que ça crée comme en Afrique? Ça crée des millions de morts en Afrique qui prennent la Méditerranée et qui se mettent dedans pour créer... Moi, j'ai discuté avec les gens de l'administration ici, et je leur ai dit, ce qui est plus simple, c'est créer les conditions en Afrique pour que les gens n'aient pas à chercher ailleurs. Donc, sur ce point-là, je suis encore ambivalent, parce que je me dis, l'immigration, oui, je suis immigré, ça c'est vrai, mais on me dira, mais vous avez fait la même chose, effectivement, on a fait la même chose. Mais les conséquences, quand je regarde les conséquences maintenant, peut-être que si ça devait se refaire, je n'aurais pas fait la même chose. Donc, sur l'immigration, je suis encore du côté républicain, pour vous dire ça. D'accord. Alors, professeur Mulumba, le candidat Donald Trump accuse l'actuelle administration de laxisme, notamment à la frontière sud, par où d'ailleurs passent beaucoup de migrants, y compris des Africains. Mais on a vu aussi un durcissement des mesures et des conditions d'admission sur cette même frontière par l'administration Biden-Harris. Est-ce qu'on doit s'attendre à un changement radical, quel que soit le vainqueur en novembre? Parce qu'il y a une certaine opinion américaine quand même qui pense qu'il faudrait être plus rigoureux. Oui, mais nous avons appris à ne pas être naïfs aussi. Quand il s'agit de la question de l'immigration, regardez ce qu'Obama a fait. C'est le grand programme de déportation. À peu près 3 millions qui sont partis de ce pays. Les gens n'en parlent pas. C'est-à-dire que le pays n'ont pas d'intérêt, ils n'ont pas d'amis. Ce sont
des intérêts personnels qui comptent. Mais ce que je voudrais dire maintenant, nous pouvons nous poser la question de savoir est-ce que l'immigration c'est un investissement, oui ou non? À ce moment bien précis, c'est un investissement. Ceux qui immigrent, est-ce qu'ils aimeraient avoir des frontières qui ne sont pas organisées, qui ne sont pas gardées? La réponse est non, ils veulent avoir une migration qui est organisée. Alors maintenant, comment est-ce que nous protégeons les bienfaits de cette immigration-là? C'est ça la question fondamentale. Parce que regardez une chose que Trump ne dira pas à notre place. Quelles sont les caractéristiques, par exemple, des immigrants africains? Quand vous cherchez, comme je disais au début, 25 ans et au-delà, qui ont un diplôme de licence, de maîtrise de doctorat, c'est l'immigration africaine qui est la plus instruite. L'une des vous plus comprenez? instruites. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la compétition dans le marché de l'emploi, nous n'avons pas de complexe. Mais maintenant, ce qu'il faut imaginer, est-ce que nous pouvons créer des conditions pour protéger cet investissement qu'on appelle l'immigration? Et puis la terre qui nous a accueillis, c'est une terre d'immigrants. Et qui est celui-là qui est propriétaire de cette terre? Tout le monde est immigrant. Parlons d'investissement justement pour les migrants. Calvin Dark, une étude du FWD.US montre que les immigrants, de façon générale, pas seulement les Africains, les immigrants contribuent à hauteur de 17% du PIB des États-Unis, soit 3 300 milliards de dollars. Malgré cela, certains estiment que l'Amérique doit se diriger vers une politique migratoire plus sélective et qui ciblerait peut-être des secteurs comme les nouvelles technologies. Que vous inspire un peu ce débat? Sélective, raciste, ça dépend de qui parle. Je suis d'accord avec ce que l'ambassadeur a dit. Il faut soutenir les programmes, par exemple, en Afrique, pour améliorer les conditions. Mais l'immigration est liée à toutes ces questions, comme l'investissement. Pourquoi? Si le prochain président ne soutient pas l'immigration de l'Afrique, il va soutenir des programmes en Afrique? Pas du tout. Au moins, Kamala Harris, elle était chargée pour le Border Czar. Ce n'était pas vraiment le dossier. Le dossier, c'était de travailler avec les pays dans l'Amérique latine pour vraiment changer les conditions sur le terrain. Investir sur place. Oui, exactement. Je crois que l'immigration reflète les priorités, les principes pour le crime. Sans les immigrés, Donald Trump n'a rien à culpabiliser pour le crime. Alors ça, c'est vrai, ça reflète la direction de ces partis et les positions qu'ils ont. Alors, sans tarder, on va donner la parole au public. On va donner la parole à une dame d'abord. Oui, bon. Allez-y, madame. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Aïssatou Biro Diallo, communément appelée Aïcha Biro. Je suis la fondatrice de Africa Women for Harris, qui était Africa Women for Biden. Comme on dit, chacun a sa manière de voir qu'est-ce qu'on appelle l'immigré. Si on regarde aux États-Unis, juste les Amérindiens qui ne sont pas immigrés. Oui, le rhétorique de Donald Trump fait très mal. Quand tu entends qu'ils disent qu'un frère comme toi et moi et un Américain noir mange le chien, c'est autre chose. Il faut, tout le monde accuse la vice-présidente. Oui, elle était chargée de gérer, comme on dit, les bordures de la rentrée de l'Amérique. Mais c'est pas, politiquement, ce n'était pas comme ça, comme on nous explique, comme les journalistes nous expliquent, comme le monsieur a dit, que c'était de négocier avec les différents gouvernements qui sont sur la bordure de l'Amérique. Et puis, quand on dit l'immigration sahélienne qui vient aux États-Unis, il faut que le gouvernement américain investisse en Afrique pour stopper. Non, c'est nos dirigeants à nous, en Afrique. Et nous, les immigrés. C'est pour cela qu'on demande aux Africains d'aller être candidats dans les différentes décisions. Parce que quand tu n'es pas à table, tu ne peux pas décider qui va être secrétaire général, chargé des relations africaines. Donc c'est dans ça que l'Afrique noire, l'Afrique sahélienne, on pourra parler. Si on parle des Nigériens, on parle des Éthiopiens, on parle d'autres communautés de l'immigration qui ont la voix, eux, financièrement, ils supportent un candidat. D'accord. Et par le vote, ils financent. Donc on demande à nous, les immigrés sahéliens de l'Afrique,
de vraiment se donner les mains et pouvoir savoir c'est quoi notre priorité, comme a dit monsieur l'ambassadeur. Merci. Merci, Madame Diallo. Nous allons revenir à l'audience dans un instant. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous voulez un peu réagir, l'Afrique à la table, et aussi que l'Afrique puisse quand même investir pour les jeunes et ne pas forcément regarder du côté de l'Occident et accuser l'Occident tout le temps. Évidemment, écoutez, l'Afrique est le continent le plus riche du monde et nous avons les minéraux. Donc, si on attend des États-Unis, et c'est-à-dire qu'on espère que nos forces valides vont partir de l'Afrique pour venir servir les États-Unis ou créer le continent, on est en train de faire faute passe qui rejoint au fait la rhétorique des panafricains. Est-ce que vous voyez? Mais la question qui est fondamentale, parce qu'à la fin de la journée, il faut aussi comprendre que, effectivement, les États-Unis ont un rôle à jouer dans ce qui se passe sur le plan global. Donc, nous, qui sommes de la diaspora, moi, je crois qu'on gagnerait plus à influer la politique américaine quand il s'agit de l'immigration. Mais parce que si on ne crée pas le contexte où l'immigration devient obsolète pour nos frères en Afrique, on ne va pas s'en sortir. Donc, c'est à nous de rentrer dans une politique, même si c'est le bras de fer, avec nos dirigeants américains ici, pour qu'on change un peu la façon de voir l'immigration. Et ce qui se faisait avec la vice-présidente, effectivement, en Amérique latine, c'est ce qu'elle faisait. Elle passait de pays en pays, créait des programmes qui permettaient à ces pays de garder leurs immigrés. Donc, il faut qu'on refasse ce genre de truc. Ils ont fait le plan Marshall pour les Européens, pour l'Europe de l'Est, quand ils sont sortis, comment dirais-je, de leur situation du communisme. Pourquoi on n'assume pas ça ici aussi pour l'Afrique? D'accord. Alors, j'aimerais amener un peu New York dans cette discussion sur l'immigration. New York, une ville qui a accueilli récemment des centaines de milliers de migrants, justement. Est-ce que quelqu'un à New York aimerait intervenir? Voilà. Je m'appelle Moussa Luc Sangaré. Je pense que concernant l'immigration, les gens, beaucoup se trompent. Parce que si on doit parler de ça aujourd'hui, je pense qu'on va passer un bon moment à en débattre. Moi, je suis immigré et je veux que les immigrés viennent, je veux que les Africains viennent. Mais d'abord, c'est vraiment très dangereux pour notre jeunesse parce que c'est la crème de notre jeunesse qui vient. Ce n'est même pas le problème. Mais ce que moi je reproche à l'administration Biden, c'est que autant Trump, il avait fait un accord avec les Mexicains qui ont gardé la frontière et il y avait très peu d'entrées aux États-Unis. Malheureusement, dès que Biden a été élu, juste au moment, voilà, juste avant l'inauguration, on a vu des caravanes, des dizaines de milliers d'immigrés qui convergeaient vers la frontière et ils les ont laissés entrer. Avant, Trump disait bon, au Mexique que les demandes se font au Mexique avant d'entrer aux États-Unis. Mais quand il est arrivé avec un décret présidentiel, il a annulé tout cela et ils ont laissé entrer des millions, des dizaines de millions d'immigrés ici aux États-Unis. Alors que nous-mêmes qui sommes ici, nos problèmes ne sont pas résolus. Donc moi je pense que c'est ce que Trump avait dit en 2016, au moment où il battait campagne. Et je pense que les immigrés africains devraient soutenir Trump. Parce qu'il dit, mais quand ta maison, le toit de ta maison est troué et que l'eau entre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas mettre les meubles d'abord avant de coller, avant de réparer le toit, ou bien tu vas d'abord réparer le toit avant de mettre les meubles? Bien sûr, le système d'immigration aux États-Unis est un système très, je peux dire, complètement débordé. Et pour le faire, Trump a dit, mais il faut d'abord essayer de limiter le nombre d'entrées. Et puis ceux qui sont ici, qui vivent ici depuis 20, 30 ans, mais qu'on arrive à trouver une solution à leurs problèmes et qu'on arrive au moins à les régulariser, au lieu de faire entrer des flots d'immigrés, alors qu'on n'arrive même pas, le service d'immigration est débordé.
C'est ça le problème. Donc, moi, je pense que Harris, elle a été désignée comme le César de la frontière, mais elle n'a absolument rien fait. Et l'administration Biden a laissé entrer des millions et des millions, alors qu'aujourd'hui, New York est débordé. Ici, par exemple, je vois des gens de l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal par exemple, il y en a qui ont vendu leur business, qui ont vendu leur maison pour venir, parce qu'on leur a montré que ici c'est l'Eldorado. Mais quand ils sont arrivés ici, ils sont devenus des mendiants. Donc est-ce que le système là arrange l'Afrique? Ça ne nous arrange pas. Parce que nous-mêmes, nous qui sommes ici, notre problème n'est pas résolu. Donc on laisse entrer des gens. Ce n'est pas normal. D'accord. Merci beaucoup. On reviendra sur New York dans un moment. Je vais peut-être donner la parole au professeur Mulumba pour réagir à ces déclarations de, je crois, M. Sangaré. Oui. Je partage les soucis de notre ami, mais aussi il y a un problème de désinformation. Moi, je me réfère à ce qu'ils ont mis dans leur programme, notamment le camp de Trump. Il y a un point qui parle de mass deportation, c'est-à-dire en français, déportation de masse, donc des gens qui doivent quitter le pays. Mais ce n'est pas la première fois qu'on les fait. On a déjà essayé ces expérimentations avant. Il y a même des innocents. Mais est-ce que vous comprenez sa préoccupation? Il y a des millions de migrants qui sont là sans papier. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas essayer de les régulariser aussi? Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on veut les régulariser, on ne peut pas au même moment créer un autre problème. Parce que quand on veut déporter massivement, est-ce qu'on a la police pour les faire? Est-ce qu'on va utiliser l'armée? Est-ce qu'on a l'argent? On va aller de porte en porte? Comment est-ce qu'on va les faire? Alors ça peut créer des chaos où les familles sont séparées. Parce que dans le passé, quand on a fait ce genre de départ massif sur les Mexicains, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a vu des Mexicains américains qui ont été déportés vers le Mexique. D'accord. L'ambassadeur veut réagir rapidement avant qu'on ne retourne au public ici. Sur l'immigration, moi je crois que même ce débat ne devrait pas être aussi consistant. Parce que quand on regarde la masse d'immigrés, les Africains ne font qu'une fraction de ce groupe-là. Donc ce n'est pas le problème essentiel de l'Africain, de la diaspora africaine. Donc je voulais remettre ça dans ce contexte-là. D'accord. Alors maintenant, notre ami Joli Boubou pourrait maintenant venir ici et se présenter. Merci. Moi, je m'appelle Étienne Anani. Je suis un activiste togolais. Je vis ici, ça fait pratiquement 28 ans. Immigration, immigration, immigration. Pour moi, l'immigration, si je prends le contexte africain, l'immigration, en réalité, vide l'Afrique de ses bras valides. Je me suis posé toujours la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore nécessaire qu'on nous envoie des Peace Corps en Afrique? Mais quand on entend ce genre de discours, quand on tient ce discours aux jeunes Africains, la réponse qu'on a souvent, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Justement, et je suis d'accord sur ça. La réponse qu'on a, c'est que ceux qui sont sur le terrain aujourd'hui, ceux qui dirigent l'Afrique aujourd'hui, ne veulent même pas favoriser notre retour en Afrique pour investir en Afrique. Et donc, quand nous parlons de l'immigration aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas le problème des Américains. C'est le problème de nous, les Africains, d'abord. Et le problème des Africains pour avoir des gens qu'on ait des gouvernements qui pensent au bien-être de leur peuple. Comme quelqu'un le dit, ça commence à venir. Ça commence à venir, mais c'est lent. Aujourd'hui, moi, j'étais en 2000, je ne sais plus en quelle année, j'étais à la Maison Blanche. Et je me battais pour le cas du Togo. On me demandait, est-ce que tu es prêt à rentrer? Je dis que si je peux rentrer aujourd'hui, sans qu'on me tue, quand je quitte la Maison Blanche, je vais à l'aéroport, je rentre au Togo. Donc il faut qu'on encourage plutôt, nous qui sommes dans la diaspora. Je me rappelle quand Obama était président, on fait venir de l'Afrique des jeunes talents. Non, au contraire, on devait organiser pour que la diaspora, nous qui sommes ici, on aille en Afrique. D'accord. Pour quand même investir en Afrique. Et là, ça peut freiner les gens de venir. Vous voyez, quand je prends l'avion pour rentrer en Afrique, je vois beaucoup de Chinois. Nos terres aujourd'hui sont achetées par les étrangers. L'Afrique n'appartient même plus aux Africains. Alors, comment voulez-vous que les Africains ne fuient pas l'Afrique pour venir? Et quand ils viennent ici, ça profite à qui? D'accord. Ça profite à l'économie américaine. Merci. Je crois qu'il y a madame aussi. Ce qu'on va faire, on va enchaîner. Allez-y.
Bonsoir, Florence Fadiga, gabonaise, vivant aux États-Unis depuis déjà plus de 20 ans. Moi, en fait, ma préoccupation principale quand on parle de l'immigration, c'est que le problème de l'immigration illégale, en général, ne concerne pas les Africains. La majorité d'entre nous, la raison pour laquelle on est un groupe aussi éduqué, c'est parce qu'on est venu pour les études. Donc moi, personnellement, je favoriserais toujours le candidat qui semble apporter un path à ceux qui viennent légalement pour pouvoir rester ici. Et je trouve que les démocrates, je comprends, c'est un problème américain qui est là, l'immigration illégale, mais les démocrates ne mettent pas assez l'accent sur comment permettre à ceux qui viennent ici pour étudier de rester plus facilement. Beaucoup maintenant vont en France, au Canada, parce que là-bas, il y a l'accès à la résidence une fois qu'on finit les études. Ici, on vient, on investit dans les universités parce que c'est beaucoup d'argent de faire des études ici et personne ne pense à ces étudiants internationaux-là comment leur permettre de rester. Il n'y a que Donald Trump qui en a parlé. Je ne suis pas républicaine, je ne suis pas démocrate, je suis indépendante, mais je voudrais juste qu'on se rappelle de comment on est arrivé ici et duquel des candidats parlent de la personne qu'on était quand on est arrivé ici. D'accord. Et je me retourne du côté de Calvin pour réagir un peu à ce qu'on a entendu jusque-là. Oui, je veux dire que bien que cette proposition de déportation en masse touche la communauté hispano-américaine, les politiques de Trump touchent les immigrés africains parce qu'il a dit qu'il va changer le statut légal des immigrés africains qui sont ici parce qu'ils sont victimes de conflits dans leur pays. Par exemple, l'Haïti. TSP, par exemple? Oui, exactement. Alors, ce n'est pas juste les gens qui ont croisé la frontière sans papier. Alors, il faut bien préciser, quand Donald Trump a dit qu'il veut les good immigrants, la majorité de ces good immigrants viennent des pays d'Europe et il y a très peu d'immigrés de l'Afrique qu'il va accepter. Ça, c'est vrai. Vous voulez réagir, ambassadeur? Non, on va retourner à l'audience dans un... Non, peut-être que ce qu'il dit, effectivement, a de la valeur. Et parce que quand on parle de good immigrants ou bien les bons immigrants, c'est qu'est-ce qui définit un immigrant, un bon immigrant, d'un mauvais immigrant. Bon, mais le problème, c'est qu'on s'attarde trop sur la notion même d'immigrants en tant que... et qui fait mieux, qui fera mieux. Parce que moi, je suis sûr, la politique d'immigration des États-Unis pour les 70 dernières années n'a pas vraiment changé. Ce qui a changé, c'est les petits ajustements ici qui favorisent certains là-bas. Donc, moi, je crois que ce qui est dans l'intérêt essentiel de l'Africain, ce qui est dans l'intérêt de la diaspora, c'est comment est-ce qu'on peut mettre la pression sur l'administration, quelle qu'elle soit, pour qu'on regarde l'immigration comme un problème à la source et qu'on mette en place les politiques qui permettent aux Africains de créer les conditions chez eux pour qu'ils ne viennent pas ici. Et pour répondre, très rapidement, pour répondre au monsieur qui a parlé par rapport à cette situation de... Je crois que j'ai même perdu le train. Je vais revenir dessus tout à l'heure. D'accord, on va donner la parole à madame, peut-être. Rapidement, on va essayer de prendre le maximum d'intervenants et on va retourner à New York dans un instant aussi. J'espère qu'on aura le temps, si on peut aller un peu vite. Oui. Bonsoir tout le monde, c'est Mariam Sidibé. Je suis aux États-Unis, ça fait maintenant 20 ans. Mais vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que je ne vais pas dire pour qui je vais voter, mais c'est quoi notre intérêt, nous, en tant qu'Africains, ici aux États-Unis? Parce que ce que nous faisons ici, ça aide le pays. Comment est-ce qu'on peut se regrouper pour pouvoir mettre en place des politiques pour aider ces leaders, pour nous aider à défendre notre pays? Par exemple, si les enfants qui viennent pour l'immigration, ils vont rester un peu, ils vont étudier, après rentrer, ils ont déjà la connaissance là, parce qu'on vient ici pour apprendre. On a les connaissances qu'on ramène chez nous pour investir. Est-ce qu'on peut s'entendre pour aider ces leaders pour pouvoir nous aider dans l'immigration? Quiconque vient, laissez l'immigration, laissez tout le monde rentrer, s'il vous plaît. C'est un pays libre,
C'est un pays, l'Amérique n'appartient à personne, en fait. Donc tout le monde vient, on apprend, on se forme et on rentre et pour se former ici et aller investir dans notre pays. Donc moi, vraiment, ce qui est important, c'est comment est-ce que nous, en tant qu'Africains, on peut s'ajouter avec ces leaders, que ce soit démocrates ou et républicains, pour défendre nos intérêts. J'aimerais enchaîner avec New York rapidement avant de revenir ici. Ok, j'aimerais dire quelque chose. Donc, je m'appelle Zenaba Traoré. Je voudrais rebondir sur ce que monsieur l'ambassadeur a dit. Il faudrait que les Africains, parce qu'on parle des Africains ici, de l'immigration africaine, il faudrait que nous sortions de ce paradigme qui consiste à ce qu'on vient ici, c'est juste pour des raisons économiques et qu'on ne s'implique pas dans la vie politique ici. Une fois qu'on est devenu citoyen, donc américain, il va falloir donc jouir de tous les droits que la Constitution nous donne. Donc le droit de vote, le droit de s'impliquer dans la vie publique, de faire ce qu'il faut. Et ainsi, nous pourrions influer sur les dirigeants de ce pays pour qu'ils reconnaissent une place à part entière aux Africains. En Afrique, par exemple, on vote parce que celui-là, il est mon oncle, il est de mon pays, de mon village, de mon ethnie, ainsi de suite. Et nous avons transposé cette façon de voir ici en Amérique, ce qui fait que nous ne nous impliquons pas. Même dans le panafricanisme, on a beaucoup à faire, mais on ne voit personne. Donc il faut que les Africains changent. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une dernière personne dans le public. Oui, allez-y, monsieur. Voilà, je suis Ntal Alimassi. Je suis le président émérite de l'Association nationale des catholiques africains aux États-Unis. Et je m'occupe pour le moment de l'advocacy pour cette organisation. J'ai travaillé sur cette question d'immigration. Je suis ici aux États-Unis depuis 1988. Et j'ai travaillé sur cette question et avec les démocrates à la Maison-Blanche et les républicains à la Maison-Blanche. Lorsque Trump avait dit qu'il voulait une immigration bonne, il avait bien cité les pays scandinaves. Il veut de ces gens-là. Il ne veut pas des Noirs ici. Lorsque maintenant il parle beaucoup de la RDC et qu'il parle de ceux qui viennent des prisons, Trump est en train de revenir à ce qu'il dit. Les gens qui viennent empoisonner le sang américain. Mobilisons-nous. Cessons de penser que ça, c'est pour les autres. Trump a bien dit qu'il va changer les statuts. Voilà, merci. De ceux qui ont maintenant qui sont déjà naturalisés. Il faut y penser. Merci si vous n'y beaucoup. pensez pas, Alors, moi j'aimerais qu'on termine sur, voilà, où est-ce qu'on va rapidement, 30 secondes, la diaspora africaine au-delà de 2024, rapidement. Je crois que déjà, en 2024, la diaspora africaine doit voter en masse. Quel que soit le candidat pour lequel vous avez choisi, il faut qu'on vote en masse. Et puis, après 2024, il faut qu'on aille pétitionner. Et c'est la Constitution nous donne ce droit d'aller voir ceux qu'on a élus pour les obliger dans la direction qu'on aimerait qu'ils partent. Oui, nous sommes une diaspora avec beaucoup d'atouts, mais nous n'utilisons pas ces ressources pour nous organiser en diaspora vraiment panafricaine. Alors, il faut qu'on se réveille, qu'on se dise, là où les décisions se prennent, nous voulons être présents. Nous sommes dans la tranche de ceux qui gagnent assez, nous sommes dans la tranche de ceux qui sont très éduqués. Nous n'avons pas de complexe. Si vous regardez dans la salle, il y a des gens qui ont formé de blancs dans ce pays. Et moi, je fais partie de ces clubs-là. Donc, il n'y a pas de complexe. Voilà. Monsieur Calvin Dark? Oui, oui. Je crois que soit républicain ou démocrate, il faut convaincre nos leaders que l'Afrique soit en priorité politique. Et deuxièmement, je crois que pour toutes les questions immigration, économie, pour les Afro-Américains et pour la diaspora, la peau, ça signifie beaucoup. Alors, nous sommes dans le même bain et il faut agir comme ça. Voilà, merci. Nous arrivons au terme de cette discussion sur la diaspora africaine et la présidentielle américaine du 5 novembre 2024.
Nous remercions nos panélistes et notre audience ici à Washington et à New York. Merci de nous avoir suivis à travers nos chaînes partenaires en Afrique, mais également sur notre site voaafrique.com et sur nos plateformes digitales. À très bientôt sur VOA Afrique.